Bonjour et bienvenue sur ce webinaire gratuit dédié au sommeil de l'enfant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se questionne un petit peu sur l'impact de notre culture et des attentes de notre société sur le sommeil des enfants. En introduction, j'aimerais déjà qu'on commence en parlant d'une étude qui a été faite dans plusieurs pays, donc une étude interculturelle qui a été donc proposée à des parents qui ont tous des nourrissons de 6 mois. On a interrogé des parents français, britanniques et japonais. On leur a demandé en fait, selon vous, donc aux parents, selon vous, est-ce que votre enfant, là, votre bébé de 6 mois, présente des problèmes de sommeil? Pour les parents français et britanniques, c'est à peu près la même chose et jusqu'à 50% des parents estiment que leur enfant a des problèmes de sommeil. Par contre, seulement 7% des parents japonais estiment que leur nourrisson de 6 mois a des problèmes de sommeil. Mais la question qu'on peut se poser, c'est alors, est-ce que les bébés japonais naissent avec un meilleur sommeil ou en tout cas avec des compétences ou des besoins différents que les besoins d'un enfant de 6 mois qui naîtrait en France? Évidemment que non. Ils ne naissent pas avec des capacités supérieures aux nôtres. Par contre, ce qui varie énormément, c'est la culture dans laquelle l'enfant grandit. Donc cette étude, elle souligne l'importance des influences culturelles et sociales sur les habitudes de sommeil des enfants, mais aussi la manière dont elles sont perçues et gérées par les parents. Ce qui est un problème pour les uns n'est pas forcément un problème pour d'autres. Il existe une différence importante de normalité entre les pays et entre les cultures. Les normes sociétales sont différentes et par contre, évidemment, la réalité biologique, elle, reste inchangée. J'aimerais qu'on fasse un mini point définition pour que tout le monde soit au clair sur ça. Donc, une norme biologique, elle correspond au comportement, aux besoins et au rythme naturel d'un être humain, en l'occurrence, qui est donc inscrit dans son développement physiologique et biologique, qui est indépendant des attentes et de la construction sociale. Par contre, une norme sociétale, elle, donc en fait, toutes les normes sociétales, ce sont des règles ou attentes établies par la société qui varient donc d'une culture à une autre et elles concernent des comportements jugés appropriés ou non dans un contexte social donné, comme les horaires de sommeil ou les pratiques éducatives. Contrairement aux normes biologiques, les normes sociétales, elles, sont façonnées par la culture et l'environnement social. Par exemple, dans les cultures asiatiques, seulement 4% des nourrissons de 6 mois dorment seuls dans une pièce, d'accord, et dans leur lit, contre 57% dans les cultures occidentales. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence de normes sociétales où effectivement, en Occident, c'est relativement mal vu de dormir avec son enfant, alors que dans des cultures asiatiques, par exemple, c'est pas du tout, enfin, c'est complètement l'inverse, quoi. Évidemment, dans cette conférence, on va s'intéresser aux petits, vous l'avez bien compris, de notre espèce. Et un petit rappel est important, parce qu'on l'oublie souvent, mais nous restons des animaux, en l'occurrence des mammifères, et notre espèce, c'est donc l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, il est apparu il y a environ 200 à 300 000 ans, en tout cas, de ce qu'on en sait à l'heure actuelle. Et c'est une espèce de primate originaire d'Afrique, encore une fois, de ce qu'on en sait en 2024-2025, ça change au fil des découvertes. Il est important que vous gardiez à l'esprit que votre nouveau-né n'a aucune conscience d'arriver au monde en 2024. En fait, les bébés qui naissent à notre époque présentent en réalité les mêmes besoins que leurs ancêtres qui nés il y a bien longtemps. Donc évidemment, les conditions environnementales et le contexte culturel va influencer la manière dont ces besoins sont exprimés par l'enfant, mais sont aussi perçus et satisfaits par l'adulte. Une autre notion à garder à l'esprit aussi, c'est que l'Homo sapiens, il a vécu en tant que chasseur-cueilleur pendant la très, très grande majorité de son histoire. En fait, c'est depuis assez peu de temps qu'on s'est sédentarisé, qu'on a développé l'agriculture
et qu'on a ensuite évolué vers l'époque moderne qu'on connaît aujourd'hui. Donc toutes les habitudes et les pratiques qui sont très courantes à l'heure actuelle sont en fait excessivement récentes si on prend l'histoire de notre espèce dans sa globalité. Avant de parler de sommeil, j'aimerais déjà qu'on s'intéresse aussi aux besoins fondamentaux de ce fameux bébé sapiens. De quoi, en fait, a besoin votre bébé d'un point de vue vraiment purement physiologique et biologique. Donc, on a avant tout les besoins physiologiques. Votre enfant, il a besoin de respirer, de boire, de manger, de dormir, d'éliminer, donc de faire caca, de se mouvoir et aussi de maintenir, bien sûr, sa chaleur corporelle, par exemple. Il a aussi des besoins d'attachement et de sécurité. Il a besoin d'un attachement sécurisant pour développer des relations affectives saines. Un environnement stable, mais aussi de nombreux contacts physiques sont absolument essentiels pour favoriser le développement de bébé sapiens. Le bébé sapiens, il a aussi des besoins dits sociaux et émotionnels. Il a besoin d'interactions sociales positives pour développer ses compétences sociales, émotionnelles et linguistiques, mais aussi d'exprimer ses émotions, bien sûr, tout en recevant une réponse bienveillante pour développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Le bébé sapiens, il a aussi des besoins dits cognitifs ou sensoriels. Il a besoin de stimulation sensorielle variée pour explorer son environnement et ainsi développer ses capacités cognitives. Votre enfant, votre bébé, il a besoin de possibilités d'apprentissage et d'exploration qui vont être adaptées à son stade de développement afin d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Enfin, le bébé, il a des besoins dits de réalisation et d'estime de soi. L'enfant, il a besoin de se sentir encouragé, aimé, soutenu dans ses efforts pour pouvoir explorer et apprendre. Ça renforce évidemment son estime de soi et sa confiance intérieure. Il a besoin de soutien pour développer son autonomie et son indépendance à mesure qu'il grandit et acquiert de nouvelles compétences. Votre bébé, en réalité, il est neurobiologiquement programmé pour se comporter d'une manière qui permettra à ses besoins fondamentaux d'être satisfaits. Il va, par exemple, dès la naissance, pleurer, sourire, les fameux sourires aux anges du début aussi. Il va aussi avoir différents réflexes, comme le réflexe d'agrippement, le réflexe de Moro, etc. Et tout ça, ça va lui permettre d'assurer évidemment sa survie et d'assurer que tous ses besoins fondamentaux sont correctement satisfaits. Il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que notre bébé sapiens, c'est un être dépendant par nature. Et dire que c'est un être dépendant, c'est pas un gros mot, c'est pas une mauvaise chose, d'accord? C'est un fait, d'accord? Et c'est vraiment important de comprendre que cette dépendance, en l'occurrence à l'adulte, est tout à fait normale, saine et plutôt à encourager. Le bébé sapiens, en réalité, il a une naissance dite prématurée en comparaison à d'autres espèces de primates. En effet, notre période de gestation est relativement court par rapport au développement de l'enfant et il a besoin d'une longue période de développement en dehors du ventre. D'accord? À la naissance, le bébé sapiens, pour être honnête, même si je ne doute pas de l'intelligence de votre enfant, il ne sait pas faire grand-chose. Il peut pas marcher, il voit que dalle, il peut pas se nourrir tout seul, il peut pas vous suivre, il peut pas assurer sa sécurité. Il sait à peine, voire pas trop d'ailleurs, garder et conserver une chaleur corporelle suffisante. Donc honnêtement, le bébé sapiens à la naissance, il est particulièrement prématuré et ne sait pas faire grand-chose. Cette naissance dite prématurée, elle est liée, alors il y a énormément de théories et de suppositions, ça varie énormément en fonction des siècles, mais il y a quand même une théorie, celle du dilemme obstétrical, qui revient très souvent et qui paraît la plus pertinente. En effet, le cerveau humain, il est gros. On a un gros cerveau et on a un cerveau qui continue de se développer énormément après la naissance. Par contre, notre espèce a quand même un bassin relativement étroit qui nous a permis un mode de locomotion bipède, qui nous a permis de marcher sur deux jambes. Mais en fait, au cours de l'évolution, la taille du bassin des femmes s'est
considérablement réduit, alors que la taille du cerveau humain a plutôt augmenté. Donc en fait, on suppose que pour pouvoir tout simplement donner naissance à ce bébé au gros cerveau, il faut le faire naître relativement tôt pour qu'il puisse tout simplement passer par le canal de naissance. Gardez aussi à l'esprit que le cerveau humain, il est mature sur les plans cognitifs, émotionnels, sensoriels et moteurs que très tardivement, d'accord? Ce développement extra-utérin, il est particulièrement long et on estime qu'il se termine, donc le cerveau est considéré, en tout cas les structures cérébrales sont matures entre 25 et 30 ans. Donc c'est pas votre enfant de 2 ans qui va avoir un cerveau suffisamment mature pour être indépendant et autonome, loin de là. Cette naissance précoce, elle est aussi possible évidemment en raison de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la plasticité du cerveau humain, qui va donc continuer, vous l'avez compris, à se développer après la naissance. Sauf que ce développement extra-utérin, il entraîne évidemment la nécessité de soins parentaux importants et continus, de jour comme de nuit. À la naissance, en fait, la taille du cerveau du petit bébé sapiens, elle est que de 25% de sa taille finale. Pour les chimpanzés, par exemple, on est sur 45% à la naissance, et pour les antilopes, on est déjà à un cerveau à une taille de 80% de la taille finale. Sauf que elles, pour le coup, les antilopes, elles ont la capacité de courir et de suivre le groupe, de s'alimenter dans les heures qui suivent la naissance, contrairement à nos enfants. Ce fort niveau de dépendance, vous l'avez compris, il est donc normal, attendu et particulièrement sain. C'est vraiment de cet état de dépendance extrême qu'il va pouvoir, au fil du temps, devenir plus autonome. On estime que l'Homo sapiens est une espèce dite nidicole. Un petit point de définition. Une espèce est dite nidifuge, donc c'est le contraire de nidicole. Et en fait, les animaux nidifuges ont atteint un tel niveau de développement dans l'œuf ou dans le ventre de la maman qu'ils sont prêts à quitter le nid dès la naissance. Ils peuvent voir, entendre, suivre la mère dès la naissance et très vite se nourrir d'aliments solides. C'est le cas, par exemple, du veau, du poulain ou encore du poussin. Une espèce nidicole, donc, se définit par un bébé qui va naître souvent nu, malvoyant, voire aveugle, et qui ne peut se déplacer seul. Il dépend totalement de la protection de la mère et doit être très souvent nourri. On va en reparler plus tard. Il naît en général dans un abri protégé, un nid, une poche ou en l'occurrence pour nous une maison. C'est le cas donc de certaines espèces d'oiseaux ou évidemment de bébés sapiens. Parlons un petit peu maintenant des différents besoins et surtout des normes biologiques de notre espèce. Donc, c'est tous les comportements qui vont permettre aux besoins fondamentaux qu'on a listés précédemment d'être satisfaits. Déjà, il faut bien comprendre que, donc, vous l'avez bien compris, on est des mammifères, en l'occurrence une espèce de primate, et on est donc des primates portés, ou porteurs, dépend du point de vue. Et les primates portés ou porteurs se réfèrent en fait à la pratique de porter et de transporter son bébé. Bébé sapiens, il est généralement considéré comme un primate porté passif. Ça signifie qu'il dépend largement de l'adulte pour ce portage plutôt que de s'agripper activement à la fourrure ou au corps de son parent. À vrai dire, l'Homo sapiens, c'est l'espèce de primate avec le moins de capacité d'agrippement à la naissance. Et c'est vraiment l'espèce de primate, il faut bien le garder à l'esprit, qui naît vraiment avec le stade de prématurité le plus élevé et donc avec le besoin de dépendance le plus fort. D'ailleurs, chez la totalité des primates, les bébés, ils sont portés donc de jour comme de nuit, H24, jusqu'à à peu près 12 mois, ce qui équivaut en équivalence humain à 2 à 3 ans. En fait, on estime que on en reparlera après, mais le bébé Homo sapiens ou n'importe quel autre primate devrait être porté quasi en continu jusqu'à qu'il soit en âge de marcher. Chez l'humain, ce besoin est surtout exprimé donc les 3 premières années de vie. C'est là, plutôt les 18 premiers mois, surtout où c'est vraiment le plus intense. Après, ça diminue quand même, franchement.
tout simplement parce que, avant 12-18 mois pour faire large, l'enfant est en général pas capable de marcher, pas de manière très active ou pas de manière très efficace et sur une durée, suffisante. Donc répondre à, ce besoin d'être porté est, tout à fait OK, et il permet d'ailleurs un développement optimal et harmonieux. Donc si votre enfant, il veut faire des siestes, enfin il veut, du coup vous l'avez bien compris, c'est évidemment inconscient. En tout cas, qu'il exprime le besoin d'être porté, pour dormir, pour faire ses siestes, qu'il a vraiment besoin de siestes en contact, tout ça. Les premières années de vie, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une mauvaise habitude. Vous répondez tout simplement à un de ses besoins fondamentaux, enfin, à plusieurs de ses besoins fondamentaux, en répondant à cette norme biologique, qui est particulièrement, importante. Vous l'avez compris, donc c'est vraiment une norme biologique majeure, chez l'Homo sapiens, parce qu'elle permet de répondre aux besoins d'accès au sein, donc d'alimentation et pour manger et boire. Il permet aussi à l'enfant de maintenir sa chaleur corporelle et d'être en sécurité. Une autre notion qui est aussi fondamentale à connaître, c'est la notion d'habitat naturel. Le docteur Niels Bergman, donc qui est un pédiatre suédois spécialiste des neurosciences périnatales, explique que l'habitat, donc l'environnement naturel du bébé, durant les 9 à 18 premiers mois de vie, c'est tout simplement le corps du parent et en l'occurrence particulièrement celui de la mère. Comme pour tous les autres mammifères, le contact physique est absolument essentiel à la survie et au développement de votre enfant. Lorsqu'un bébé d'ailleurs est séparé de cet environnement naturel, donc lorsqu'un bébé est déposé, et voilà, déposé dans son super berceau cododo que vous avez acheté et monté avec amour, ça j'en doute pas, et ben l'enfant va avoir un mécanisme biologique de survie qui se met en place. Et on constate donc une diminution du rythme cardiaque et de la température corporelle, une augmentation des hormones de stress, et ces réactions, elles permettent tout simplement de réduire les dépenses énergétiques pour survivre. Sur le long terme, ça freine effectivement la croissance de l'enfant, sur le très long terme. Je pense par exemple aux enfants qui n'ont pas la possibilité de vivre avec leurs parents et qui sont par exemple en pouponnière. Tu sais, c'est des conditions qui peuvent être relativement difficiles. Et il y a souvent beaucoup d'enfants pour peu d'adultes, comme en crèche aussi parfois, pour les enfants qui sont mis en collectivité très tôt. Et l'enfant ne peut pas être porté très souvent, il ne peut pas voilà, être dans les bras aussi souvent que ce dont il aura besoin. Et donc, effectivement, on peut avoir des ralentissements de la croissance chez certains enfants. Donc, ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, lorsque ce mécanisme biologique de survie se met en place, donc quand un enfant est euh, déposé loin de son parent de manière répétée, surtout, et sur le relativement long terme, et relativement court terme pour un enfant, en fait, il n'y a pas forcément de pleurs. Même si souvent, la première réaction de l'enfant, ça va être de pleurer pour motiver l'adulte à le reprendre contre lui. Et ça, c'est votre bébé est tout à fait bien constitué, mais c'est pas toujours le cas. Il y a un enfant de 9 mois peut très facilement, souvent être déposé sans que ça soit des crises de larmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas en état de stress pour autant. Évidemment, l'enfant, quand il retrouve le contact avec ses parents, ce stress va diminuer très rapidement, selon une étude jusqu'à 74%. Et ces comportements, il faut bien comprendre qu'ils sont programmés neurobiologiquement. Donc, votre enfant, lorsque vous le déposez sur son tapis de jeu, qu'il a 9-10 mois et que vous voulez juste aller aux toilettes et que ça ne va pas, et qu'il crie, qu'il appelle, il ne fait évidemment pas ça pour vous embêter. Il ne fait évidemment pas ça parce que vous l'avez trop mal habitué ou que vous lui avez donné des mauvaises habitudes à le porter ou je ne sais quoi, pas du tout. Donc, vous l'avez compris, je me répète un peu, mais tout au long de son développement, votre bébé, dans chaque habitat, dans le ventre de la maman, au contact de son parent, puis au sein d'une fratrie, puis dans le reste du monde, le bébé, il va déployer ce qu'on appelle des stratégies instinctives, comme pleurer ou s'agripper, pour garantir en fait que ses besoins vitaux et ses besoins fondamentaux soient satisfaits, tout simplement. Quand on parle de normes biologiques, forcément, on va parler d'allaitement. Pour le coup, l'allaitement désigne la norme biologique par excellence des mammifères pour nourrir leurs petits.
mammifères, mamelles, allaitement, le lien est vite fait. Cet allaitement, il répond à plusieurs besoins fondamentaux, comme le besoin de nourrissage, le besoin de sécurité, de proximité, de succion ou de maintien de la chaleur corporelle, par exemple. Forcément, quand on parle de sommeil et d'allaitement, je ne peux pas passer à côté de la notion de breast sleeping ou sommeil au sein, dormir au sein. Le breast sleeping représente une pratique où les parents, surtout la mère, va partager le lit avec son bébé pour faciliter l'allaitement pendant la nuit, en tout cas les périodes de sommeil. Cette approche, elle intègre de manière harmonieuse les besoins biologiques du bébé en matière de proximité physique, mais aussi avec le lien précieux que va créer cet allaitement maternel. Ce sommeil partagé, il favorise aussi une réponse rapide aux besoins du bébé. On va forcément être plus rapide si le bébé est avec nous ou dans son berceau cododo juste à côté de nous, que s'il est dans une pièce à part où il va falloir se lever, y aller, avoir le temps d'émerger suffisamment pour se lever d'ailleurs, où forcément ça nous rend évidemment moins réactifs. La proximité physique, elle permet aussi aux parents de percevoir plus rapidement les signaux de faim, les signaux d'inconfort ou bien d'autres signaux d'ailleurs, ce qui rend l'allaitement plus accessible et moins perturbateur pour le sommeil de l'enfant comme de la mère en l'occurrence. Cette pratique, donc le breast sleeping, elle peut également contribuer à une meilleure régulation du sommeil pour le nourrisson, favorisant une transition plus douce entre les cycles de sommeil et en réduisant les réveils nocturnes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais alors, pourquoi le petit humain a-t-il besoin d'autant de proximité pour se nourrir la nuit? Alors, petit rappel quand même que j'ai oublié et qui est quand même fondamental. On parle évidemment ici d'allaitement maternel parce qu'on s'intéresse aux normes biologiques de notre espèce, mais il est évident que si vous n'avez pas la possibilité ou pas l'envie d'allaiter votre enfant, c'est tout à fait OK et il y a 1 milliard d'autres manières de répondre à ces besoins fondamentaux par de la proximité, du pot à pot, des câlins, du partage de lit, sans forcément avoir un allaitement maternel et ce sera tout aussi bien, rassurez-vous. Donc je reprends. Le lait humain, il est plutôt pauvre en graisse et en protéines, mais il est très riche en sucre. Pour le coup, vous le savez sûrement, mais le sucre, il est très rapidement métabolisé, d'accord? Il tient pas trop au corps, pour le coup. Et le bébé humain, en fait, il a besoin d'énormément de sucre, de glucides et d'énergie, tout simplement pour nourrir son gros cerveau. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, le bébé humain, quand il naît, il a un tout petit cerveau qui va devenir un très gros cerveau. Et à la naissance, son cerveau, c'est à peu près 25% de sa taille finale. Donc, évidemment, ce gros cerveau, pour se développer, il va falloir le nourrir. Et le nourrir très, mais alors, si vous allaitez, vous le savez, très régulièrement. Donc, le nourrisson ne pouvant se déplacer seul, on l'a vu aussi, espèce nidicole, tout ça, il a besoin d'un contact, si possible, continu, avec donc des tétées fréquentes de jour comme de nuit. Je vous propose un mini comparatif entre la composition du lait humain et celui du lait de vache pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu la différence de composition du lait par rapport aux différentes espèces. Les espèces nidicoles, comme l'Homo sapiens, comme pour nous, ont un lait, donc on l'a vu, riche en sucre, les parents, en fait, étant tout simplement à disposition. En tout cas, normalement. Ça, c'est plutôt le cas si on n'avait pas des congés parentaux si courts, n'est-ce pas? Donc, cela permet aux mères d'allaiter fréquemment, répondant ainsi aux besoins nutritifs de l'enfant. Ce lait, il est beaucoup plus dilué, plus facile à digérer pour les jeunes qui, comme on l'a vu, naissent de manière très précoce avec un système digestif assez immature. Donc, ces tétées fréquentes, elles induisent un développement plus régulier. Par contre, chez les espèces nidifuges, comme la vache ou le petit poulain, on a généralement un lait qui va être beaucoup plus riche en lipides, en gras. Et ce phénomène est lié à la nécessité pour les nouveau-nés de ces espèces d'être plus autonomes assez peu de temps, en fait, après la naissance. Et il va falloir qu'ils se déplacent, voire qu'ils se débrouillent, qu'ils restent au nid tout seuls pendant de plus longues périodes. Donc, les mères des espèces nidifuges, elles allaitent beaucoup moins fréquemment, tout simplement parce que le lait est plus riche et tient mieux au corps. Et donc, le bébé peut tenir plus longtemps entre chaque tétée, tout simplement. Pour information, la caséine que vous voyez
ici en rouge foncé, c'est une protéine complexe qui constitue la majeure partie des protéines du lait chez les mammifères, mais pas tout à fait chez l'Homo sapiens. Et alors, une question qu'on me pose quasiment tous les jours, c'est par rapport aux tétées nocturnes. Quelle est la fréquence normale en fait des tétées nocturnes et surtout jusqu'à quel âge est-ce normal qu'un enfant tète la nuit le sein de maman, ou en tout cas le lait maternel? Là encore, il s'agit d'une question de culture. En France et plus globalement en Occident, il est parfois mal vu, encore, même si on y travaille dur, euh, d'allaiter son enfant après 6 mois. Cependant, comme nous le rappelle très justement la Leche League, les tétées nocturnes restent normales et essentielles jusqu'au sevrage total de l'allaitement. Donc que votre enfant ait 3 mois ou 3 ans ou plus. Aussi, et c'est important de le rappeler, l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement à la demande, de jour comme de nuit, jusqu'à 2 ans, voire plus lorsque cela est possible. Par ailleurs, en France, Santé publique France élabore en 2021, donc récemment, à partir des travaux de l'ANSES et du HCSP, de nouvelles recommandations nationales sur l'alimentation des moins de 3 ans. Il est alors rappelé de, je cite, faire confiance à l'appétit de l'enfant et d'être attentif aux signes de faim et de rassasiement. Donc, depuis déjà plusieurs années, le petit pot de 200 grammes de purée, voilà, on s'en fiche, qu'il le mange ou pas, on suit l'appétit de l'enfant, qu'il mange 2 cuillères ou 3 petits pots, peu importe, tant que l'enfant se développe de manière harmonieuse et qu'on le nourrit idéalement à la demande. J'en profite aussi pour le lait artificiel, le lait en poudre. Idéalement, il faudrait aussi pouvoir nourrir, c'est possible d'ailleurs, de nourrir l'enfant à la demande. Et alors, quand on propose le biberon à la demande, assez régulièrement, on se rend compte que l'enfant adopte un rythme qui est très proche de celui d'un enfant allaité, avec des petites quantités de 30, 50, 60 millilitres de lait qui vont être bu de manière beaucoup plus régulière qu'un biberon de 240 toutes les 5-6 heures, quoi. La fréquence idéale des tétés, vous l'avez compris, elle est donc, il n'y en a pas en fait de fréquence idéale, c'est tout simplement celle dont votre enfant a besoin. Par exemple, en Afrique, dans certaines tribus, comme chez les Aka ou chez les, voilà, je ne suis pas sûre de bien prononcer, les Ngandu, il est naturel d'allaiter les enfants de 0 à 5 ans, d'accord, 5 ans, c'est ou long, on va dire, en tout cas non écourté, entre 5 fois par heure. Et oui, vous avez bien entendu, bien lu, c'est entre 1 et 5 fois par heure, de jour comme de nuit. Alors qu'en Occident, on retrouve plus souvent entre 1 à 5 tétées nocturnes par nuit. Donc on passe de 1 à 5 tétées par nuit, et encore, une mère en Occident, après 6 mois, s'il y a encore 1 à 5 tétées par nuit, elle va se faire un petit peu engueuler par le pédiatre, jugée parfois par la voisine, critiquée par belle-maman, alors que, encore une fois, c'est une histoire de culture. D'accord? Et je ne veux pas être. Voilà. Mais d'un point de vue purement biologique, idéalement, il faudrait effectivement que l'enfant soit allaité, vous avez compris, très régulièrement. En tout cas, jusqu'à qu'il ait une alimentation solide, complète, variée, équilibrée. Donc, c'est pas avant, en général, 1 an et demi, 2 ans, voire un peu plus. Donc, les tétées nocturnes, elles sont normales, quelle que soit d'ailleurs la fréquence. Évidemment, petit rappel important, si l'allaitement est douloureux, ce n'est pas normal pour le coup. Et alors, je vous encourage à consulter une conseillère en lactation pour vous faire accompagner et comprendre un petit peu l'origine de ces douleurs, de faire évaluer aussi la succion de votre bébé, par exemple. Mais encore une fois, tant que c'est OK pour vous, tant que la pratique, pourquoi pas, du breastfeeding, donc de dormir avec votre enfant, pour faciliter aussi, on va pas se mentir. Vous n'allez pas vous lever 50 fois dans la nuit s'il a besoin de 50 tétées pour aller dans sa chambre l'allaiter, attendre qu'il se rendorme et aller vous recoucher, sinon vous allez finir épuisé. Donc ces pratiques-là, d'allaiter la nuit, de pratiquer le breastfeeding, elles sont tout à fait normales. Et idéalement, si c'est OK pour vous, vous pouvez tout à fait imaginer que ça continue jusqu'au sevrage naturel. Le sevrage naturel de l'allaitement maternel chez l'Homo sapiens, il est estimé entre 2 et 7 ans. À noter quand même que le sevrage nocturne naturel intervient souvent un petit peu avant,
la plupart des enfants allaités vont arrêter de téter la nuit entre 1 et 4 ans. C'est pas toujours vrai, il y en a qui vont en avoir besoin jusqu'à 7 ans. Mais voilà, tant que c'est OK pour vous, on ne cherche pas plus loin, tout simplement. Ça, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais bébé sapiens, il a aussi un sommeil bien différent du nôtre et de bon nombre d'autres mammifères, et il a un sommeil très fractionné qui est tout simplement beaucoup plus sécuritaire. Petite info insolite, il faut bien comprendre que, bon, vous connaissez le principe, j'imagine, de chaîne alimentaire. Plus un individu va être vulnérable et bas dans la chaîne alimentaire, plus il va avoir un sommeil fractionné. Par exemple, les manchots, les, j'allais dire les pingouins, non, du coup, c'est pas la même chose. Les manchots à jugulaire, donc qui est une espèce de manchot spécifique, ils vont dormir, les parents manchots vont dormir par phase de 4 à 10 secondes au maximum. Donc, eux, ils ont un sommeil plus que fragmenté, mais c'est parce que leurs œufs se font quotidiennement attaqués par d'autres espèces d'oiseaux et de prédateurs. Par contre, par exemple, le lion, ou la lionne en l'occurrence, va dormir en moyenne 16 à 20, 14 à 16 heures pardon, sur 24 heures. Et elle va avoir un sommeil d'une profondeur avec quasiment pas de réveil du tout pendant son sommeil. Donc, honnêtement, on est un petit peu mal tombé avec l'Homo sapiens. Et j'avoue que quelquefois, j'aimerais beaucoup être une maman lionne et pouvoir avoir un sommeil quasiment linéaire. Ça donne un peu envie quand même. Donc, ce sommeil fractionné et la présence de réveils nocturnes sont considérés comme une norme biologique importante chez l'Homo sapiens et en particulier, évidemment, chez les enfants. D'ailleurs, le faire ses nuits, donc l'idée de dormir sans se réveiller pendant plusieurs heures, ne répond, si on réfléchit une seconde, à aucun besoin fondamental pardon, et ne répond à aucune norme biologique chez l'Homo sapiens. Ces réveils sont donc évidemment un moyen de sécurité biologique. Le bébé, il évolue dans un contexte où la proximité parentale, on l'a vu, elle est vitale pour sa survie. Protection contre les prédateurs, régulation de la température, accès à la nourriture. Alors, on est bien d'accord qu'en 2024, il y a peu de chances que vous fassiez attaquer par un loup ou un serpent ou un renard ou je ne sais quel autre prédateur. Mais ça, votre bébé, encore une fois, il n'a aucune idée qu'il naît en 2024 et que ce berceau cododo dans lequel vous essayez tant bien que mal de lui faire la sieste est un lieu sécurisé pour lui. Donc voilà, ces réveils sont évidemment tout à fait normaux. On considère d'ailleurs qu'un adulte en bonne santé va se réveiller 4 à 6 fois par nuit, ce qui est encore une fois tout à fait normal et attendu et voilà, plutôt pertinent, même si on n'a pas toujours souvenir de ces réveils, surtout quand ils sont courts. Chez le nourrisson, on va avoir plutôt 4 à 12 réveils par nuit. Et en moyenne, en tout cas en Occident, l'enfant va se réveiller, ou en tout cas rappeler son parent toutes les 2 à 3 heures, les enfants de moins de 6 ans, et ce qui est tout à fait normal. Et d'où l'intérêt peut-être, si c'est possible, de mettre en place un partage de sommeil et de dormir en proximité avec son bébé pour pas se réveiller et se lever toutes les 2 à 3 heures pour aller le rassurer dans sa chambre, évidemment, lorsque ça, c'est possible. Encore une fois, vous l'avez compris, il y a une très grande variabilité culturelle de cette normalité. En Occident, on considère que c'est normal qu'un enfant se réveille entre 4 et 12 fois par nuit. Mais encore une fois, dans certaines régions d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, ça leur paraît pas beaucoup. Donc ça nous paraît déjà pas mal. Le sommeil humain, et chez tous les autres mammifères d'ailleurs, se caractérise également par la présence de micro-réveils. Ces événements se définissent par une augmentation soudaine de l'activité électrique dans le cerveau, d'une durée de 3 à 15 secondes. En moyenne, un adulte peut avoir entre 5 et 15 micro-réveils par heure pendant la nuit. Ça signifie qu'au cours d'une nuit de sommeil typique, qui dure en moyenne, en tout cas normalement, chez un adulte entre 7 et 9 heures, un adulte peut avoir donc entre 35 et 135 micro-réveils, ce qui est donc normal. Ce nombre, il augmente avec l'âge. Les personnes âgées ont considérablement plus de réveils nocturnes et de micro-réveils physiologiques, mais aussi certaines avec la présence de certaines pathologies. Je pense par exemple à l'apnée du sommeil,
qui peut rendre un peu plus problématique et fréquent ces réveils nocturnes et ces micro-réveils physiologiques. Ces événements, donc, ils font partie du cycle de sommeil normal et ils jouent d'ailleurs un rôle essentiel dans la régulation du sommeil, mais aussi dans la mémorisation. Bien évidemment, il n'y a aucun retour réel à l'éveil. Si on se réveillait 135 fois par nuit, je pense que voilà, ça serait franchement problématique. Et donc on ne se réveille pas de manière consciente pendant ces épisodes. Il y a à ce jour très peu de données fiables concernant le nombre précis de micro-réveils chez les jeunes enfants. Les micro-réveils, ils fragmentent donc le sommeil, on l'a vu, et ils sont présents dès la naissance, même à vrai dire in utero, dès que le sommeil en fait se met en place. Et des études ont permis, des études récentes, très intéressantes, ont permis d'établir que les bébés victimes de la mort subite du nourrisson avaient un sommeil plus profond que certains enfants, et avec des micro-réveils physiologiques moins marqués, et par conséquent une moins bonne gestion de leur respiration et de leur fréquence cardiaque. On l'a vu, le bébé sapiens, donc c'est un être super social. On fait partie des mammifères hyper sociaux, car hyper vulnérables pour le coup, et on est une espèce donc, vous connaissez peut-être mieux ce mot, dite grégaire. Donc on est fait pour vivre en groupe, de jour comme de nuit. Cette tendance à vivre en groupe, elle favorise la coopération, le partage d'informations et le développement de liens sociaux étroits qui contribuent évidemment à la survie. Le partage de sommeil reste donc la norme biologique de l'Homo sapiens. Nous ne sommes pas faits pour dormir seuls. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes célibataires et qui sont célibataires depuis un moment ont souvent un sommeil beaucoup moins qualitatif qu'un adulte normal et souvent moins qualitatif que le sommeil des jeunes parents. C'est difficile à croire, mais bon, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour dormir seuls, ni vous en tant qu'adulte, ni votre enfant pour le coup. Et d'ailleurs, le co-sleeping avec un autre adulte, un enfant ou un animal de compagnie est très fréquent. D'ailleurs, en France, c'est assez drôle, enfin drôle, c'est relatif. Les adultes sont plus à même et plus OK pour dormir avec leur animal de compagnie que pour dormir en fait avec leur enfant en bas âge, qui est un peu tristoun comme info. À l'échelle mondiale, le co-sleeping parent-enfant s'étend en moyenne jusqu'à 4 à 8 ans. Tout simplement parce que c'est jusqu'à, on va dire, allez, 4 à 6 ans, voire un peu plus, que la structure de sommeil chez l'enfant se consolide, que ça devient plus facile pour lui de s'endormir avec moins d'accompagnement. Donc, effectivement, c'est aussi plus facile à ce moment-là de le basculer. En l'occurrence, dans la plupart des cultures, l'enfant, il va donc dormir avec son parent jusqu'à, en moyenne, 4 à 8 ans. Encore une fois, c'est très culturel. En France, la moyenne, elle est à 6 mois. Au Japon, par exemple, il est tout à fait courant de dormir jusqu'à 8, 10, 12, 14 ans avec son enfant. Et OK. Et pour le coup, donc c'est très culturel et on va souvent avoir un co-sleeping parent-enfant qui va évoluer souvent vers un co-sleeping entre fratries. Donc l'enfant va dormir avec ses parents, puis il va dormir avec ses frères et sœurs dans une autre chambre. Et puis après, il va dormir, quand il quittera la maison avec, en coloc, avec des amis ou avec son partenaire du moment. Voilà. Donc bébé sapiens, vous l'avez compris, il n'est d'un point de vue biologique pas fait pour dormir seul et pour ne recevoir des soins et de l'attention, ça c'est important aussi, que de ses parents. En tant que parent, vous êtes évidemment fait pour répondre aux besoins de votre enfant, mais vous n'êtes pas fait pour répondre aux soins continus de votre enfant, de jour comme de nuit, tout seul. En réalité, bébé sapiens, il aurait besoin de ce qu'on appelle une parentalité communautaire ou de ce qu'on appelle l'alloparentalité. L'alloparentalité, donc c'est le phénomène où des individus non apparentés, donc autres que papa, maman, vont assumer des rôles parentaux avec les jeunes d'une communauté pour en assurer le bien-être et la survie. Cette alloparentalité, elle permet de répondre de manière réactive et de proposer des soins continus aux nourrissons. Donc, que ce soit les voisins, les grands-parents, les oncles, les tantes, voilà. Dans bien d'autres cultures, les parents ne vivent pas de manière nucléaire, donc avec la famille nucléaire classique de la maman, le coparent, l'enfant, et puis c'est tout. Ils vivent de manière beaucoup plus communautaire, ce qui est beaucoup plus
reposant aussi pour les parents. Une étude très intéressante a été réalisée en 2023 et dans cette étude, on découvre que la durée moyenne de réponse aux pleurs d'un enfant dans la majorité des sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, enfin récentes, encore actives à notre époque, est de 25 secondes. C'est-à-dire que la probabilité qu'une crise de pleurs d'un enfant de moins de 18 mois reçoive une réponse dans les 25 secondes était de plus de 93%. Et 68% pour les enfants entre 18 mois et 4 ans. Autant dire que 25 secondes, ils sont sacrément rapides. Déjà parce que voilà, ils dorment avec leurs enfants, mais aussi parce qu'ils les élèvent pas seuls. Et évidemment, quand on est 10 à graviter autour de l'enfant, il est beaucoup plus facile de répondre de manière réactive à ses besoins et à ses pleurs que quand on est toute seule à gérer l'aîné et le petit dernier et qu'on doit préparer les repas, prendre une douche, gérer les activités. Enfin, là, ça devient sport. Hein. Ils vont, dans cette étude, en fait, et les parents, ou en tout cas les adultes qui interviennent, vont alors prendre l'enfant dans les bras, le câliner, lui donner le sein ou à manger. Il est aussi frappant dans cette étude de constater qu'au cours de toute l'étude, il n'y a jamais eu aucune réponse contrôlée aux pleurs. Les réponses contrôlées, donc, c'est, par exemple, attendre un petit peu en disant, bon, ouais, bon, là, il abuse, on va attendre, voir si, il peut pas se calmer tout seul. Et on va parfois réprimander aussi ces pleurs. Donc, il n'y a eu aucune réponse contrôlée aux pleurs dans cette étude. Et dans ces recherches, les nourrissons reçoivent des soins, de l'attention et du contact physique pendant en moyenne 9 heures par jour, sur 24 heures du coup, de la part d'environ 15 personnes différentes. Il est évident que si une maman occidentale, une maman française, avait 9 heures par jour pour elle, pour manger correctement, dormir, prendre une douche, se reposer, et qu'elle pouvait effectivement vivre en communauté et qu'une dizaine de personnes bienveillantes qui, elle le sait, répondront de manière réactive et bienveillante aux besoins de son enfant toute la journée, je pense que, enfin c'est même une certitude, que le taux de dépression postnatale en Europe serait considérablement plus faible. En comparaison, en France, un enfant de moins de 3 ans va pleurer près de 6 minutes en moyenne avant que son parent n'aille le voir. Donc on passe de 25 secondes à 6 minutes. C'est assez incroyable comme différence. Et il y a dans cette étude 11% des parents qui avouent laisser pleurer leur enfant sans jamais y répondre. 11%. Et là, on parle des enfants de moins de 3 ans. Donc bien souvent, quand le parent, en France, c'est une étude française, quand le parent va apporter une réponse, cette réponse va être incohérente, même si l'adulte comprend les besoins de l'enfant. Par exemple, il va essayer de lui remettre sa tétine ou de juste mettre la main pour le rassurer, alors qu'il voit très bien que l'enfant, il aurait besoin d'être mis au sein ou d'être pris dans les bras, par exemple. Donc, vous l'avez compris, il y a des différences de culture énormes. Et en anthropologie, il y a un groupe de pays, parties du monde, qui est désigné par un terme spécifique. On appelle cela les weird populations. Les weird populations, elles font référence à un acronyme qui désigne donc une catégorie spécifique de la population humaine. Et weird en anglais, ça signifie étrange, bizarre. Les weird populations, c'est à peu près 12% de la population mondiale. Et spoiler alert, on en fait partie. Donc weird, ça veut dire occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique, comme c'est le cas en France ou comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Euh, voilà. Donc, effectivement, on a à peu près 12% de la population qui est désignée par ce terme de weird population, et en tout cas, d'un point de vue anthropologique, a des normes sociétales qui sont très éloignées des normes biologiques de notre espèce. Aussi, on en a parlé juste avant, on a dans ces weird populations l'apparition de ce qu'on appelle les familles nucléaires ou restreintes, avec donc une structure composée uniquement des parents et de l'enfant au sein d'un même foyer. On a dans ces cultures donc des comportements très atypiques, comme le sommeil séparé, c'est-à-dire l'enfant qui va dormir dans une autre pièce, les pleurs contrôlés, donc un parent ou un adulte qui va attendre ou réprimander l'enfant lorsqu'il pleure. On a moins de portage, on a aussi une baisse considérable, surtout en France,
du taux d'allaitement maternel, une alimentation moderne qui est relativement peu adaptée, pauvre en nutriments. On a aussi des modifications structurelles, comme un rétrécissement des visages ou de la mâchoire dans ces weird populations, qui d'ailleurs sont beaucoup plus susceptibles d'aller chez le dentiste et de se retrouver avec un appareil pour des chevauchements de dents que dans certaines autres cultures. Donc l'augmentation dans ces cultures, dans ces weird populations dont on fait partie, dans ces populations étranges, on a une augmentation massive des dépressions postnatales, mais aussi des difficultés de succion chez le nourrisson, des reflux, des coliques et aussi des troubles du sommeil chez l'enfant, comme l'apnée du sommeil. Donc, pour répondre à la question qu'on se posait au début, pourquoi nos enfants dorment-ils si mal, ont-ils des problèmes de sommeil? Vous l'avez compris, alors déjà, bien souvent, on pense qu'ils ont des problèmes de sommeil, alors que simplement normaux. C'est normal qu'ils demandent à être en contact pour dormir, c'est normal qu'il ait besoin d'être bercé, câliné, allaité pour s'endormir ou pour rester endormi. C'est normal qu'il ait besoin qu'on réponde rapidement à ses pleurs, etc. Donc, en France, comme dans toutes les populations étranges, il y a une différence très importante entre les normes biologiques et les normes culturelles. On passe d'un allaitement non écourté, d'un contact peau à peau très fréquent, du portage, du sommeil partagé, du breast sleeping, une réponse réactive et cohérente aux pleurs, d'une parentalité dite proximale et de la présence d'une alloparentalité très importante, dans notre culture, il faut allaiter, mais pas trop longtemps. Il faut le prendre dans les bras, mais pas trop longtemps. Il faut le porter, faire du portage, mais pas trop longtemps non plus. Il faut dormir, faire du cododo jusqu'à 6 mois, mais pas trop au-delà non plus. Il faut éviter de le faire manger la nuit. On ne sait jamais, ça pourrait, je sais pas trop du coup. Mais voilà, on évite de l'alimenter la nuit, surtout après 6 mois. Il faut mieux attendre et pas se jeter dessus lorsqu'il pleure parce que sur un coup de chance, il pourrait peut-être se rendormir tout seul. Et globalement, il faudrait le rendre, ce bébé, autonome très rapidement. Donc, dans notre culture, on est plutôt sur un parentage distal et non proximal. Et on a clairement une absence quasi totale d'alloparentalité. Euh, on dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais en fait, c'est une réalité biologique. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et quand on l'a pas, bah forcément, c'est ultra difficile. Alors, pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour les parents et pour ceux qui s'occupent de ces enfants-là dans ces conditions-là. Évidemment, on ne peut pas trop répondre aux besoins de son enfant. Et son autonomie, je me répète un peu, mais elle provient de cet état de dépendance important. Quand l'enfant va grandir et va acquérir la maturité cérébrale nécessaire, va développer les compétences émotionnelles suffisantes pour être autonome, il le sera. Et plus on aura répondu à cette dépendance et donc à tous ses besoins biologiques et fondamentaux au début, plus il pourra atteindre une autonomie et un développement harmonieux. Donc, le point de départ de tous ces problèmes de sommeil, en France comme dans toutes les populations étranges, vous l'avez compris, c'est la divergence énorme qu'il y a entre les attentes culturelles et notre réalité biologique. Mais d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. On a un manque d'informations important sur le sommeil normal en période prénatale. Je pense que si on ajoutait un cours un peu comme les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, si on ajoute un cours sur le sommeil avec des infos sur le sommeil normal, et que c'est OK qu'ils boivent la nuit, à l'été ou pas d'ailleurs, après 6 mois, c'est OK qu'ils dorment sur vous, je pense que les parents seraient quand même beaucoup plus reposés. On a aussi malheureusement une absence d'accompagnement et de relais en postnatal pour les familles. Une politique de périnatalité qui est lacunaire et inadaptée aux besoins des familles, avec des congés parentaux qui sont considérablement trop courts, évidemment. Encore une fois, l'habitat naturel d'un nourrisson, c'est le corps de son parent pendant les 9 à 18 premiers mois. Mais si on doit reprendre le travail et faire garder notre enfant au bout de 3 mois, 3 mois et demi, comment voulez-vous qu'on puisse répondre à ces besoins? On marche sur la tête. On a aussi évidemment un manque de mise à jour des formations des professionnels de santé et de tous les professionnels qui gravitent autour des jeunes parents. J'ai échangé encore récemment avec une sage-femme qui a été formée sur Lyon et qui me disait que les cours sur le sommeil qu'elle a reçus dataient des années 50-80, ce qui est évidemment bien en retard.
Effectivement, on lui avait dit: «Il faut laisser pleurer, il faut conditionner au sommeil, faut pas nourrir après 6 mois ou s'il fait plus de 6 kilogrammes, faut pas trop répondre», le classique. Hem, on a aussi évidemment des injonctions sociales et une pression de la société, qui est vraiment écrase parfois les parents et qui, est très stressante, qui est vraiment source de culpabilité, de remise en question. Les parents ont peur de mal faire. Ils vont parfois forcer à se dire: «Bon, bah, je vais essayer de pas lui donner le sein à chaque fois qu'il se réveille, ou je vais essayer de le reposer dans son berceau cododo, après l'avoir endormi, ou au contraire qu'il s'endorme pas dans mes bras et de le poser pour qu'il s'endorme directement dans son berceau». Évidemment, bien souvent, c'est compliqué. Bien souvent, l'enfant va, c'est naturel, va pleurer, va comprendre ce qui se passe et va vouloir, qu'on réponde à ses besoins. Donc va exprimer, son que c'est pas OK pour lui. Donc le parent va s'épuiser à se dire: «Oh, est-ce que je dois le laisser pleurer? Combien de temps?» Et c'est source de stress, on se fait plus confiance et là, c'est le début des problèmes. Aussi, dernier facteur à prendre en compte, c'est aussi l'hygiène de sommeil des jeunes parents qui est souvent très peu optimale. Heu, c'est mon cas aussi, mais je suis sûre que c'est votre cas aussi, où, quand le soir, bébé dort enfin, on a enfin réussi, à sortir de la chambre, si on a réussi à sortir, et ben, on va avoir tendance à ranger ce qu'on n'a pas pu ranger, lancer la machine qu'on n'a pas pu, lancer et que personne n'a lancé d'autre parce que, bah, on est tout seul chez nous et qu'on n'a pas de village. Il y a pas d'allo-parent qui est venu dans la journée pour étendre le linge malheureusement. Et on va aussi traîner sur, la télé, Netflix, Instagram, le soir, parfois jusque tard et forcément, vous savez, les écrans, la lumière bleue, que ce soit pour l'enfant mais aussi pour nous, va retarder considérablement, votre sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc compliqué. Sans parler de l'alimentation qui est pas optimale, encore plus les premiers mois quand la maman est toute seule à gérer ou le parent est tout seul à gérer, bah, quand faut répondre aux besoins de bébé, si en plus il y a des grands derrière, bah, pour s cuisiner un bon petit plat, qui soit suffisamment nutritif pour répondre à nos besoins de jeune maman en voilà, qui est en train de retrouver, voilà, son corps d'avant, j'allais dire. C'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas, un stade d'avant-grossesse, d'un point de vue biologique, ben, elle a besoin de plein de nutriments, spécifiques et ben, honnêtement, il y a plein de mamans qui vont, sauter des repas, qui vont pas avoir le temps, qui vont manger sur le pouce et qui vont manger, ce qu'elles peuvent manger, en fait, parce que personne est là pour leur préparer, à manger. Donc malheureusement, au lieu de faire évoluer les politiques familiales et les normes sociétales, il est souvent conseillé aux jeunes parents, certainement ce qu'on vous a conseillé aussi, de corriger l'enfant avec la mise en place de médications, de sirops, de médicaments, de sprays à la mélatonine, parfois chez les tout petits bébés, pour les forcer à dormir. Ou on va conseiller aux parents des méthodes de conditionnement, d'entraînement au sommeil, pour que l'enfant arrête en fait tout simplement d'exprimer, ses besoins fondamentaux. Cette note, pas tout à fait, positive, je vous l'accorde. Je voulais quand même qu'on termine, ce webinaire sur, quelques petits conseils que je donne, aux parents qui sont pas forcément toujours réalisables, c'est évident. Mais si vous en avez la possibilité, essayez au maximum de rencontrer d'autres parents, et de casser. Quand on est jeune parent, quand on n'a pas trop de relais, on a souvent tendance à se retrouver tout seul H24 avec, ce petit bébé et honnêtement, c'est vraiment encore une fois, on est des êtres grégaires, donc on a besoin votre bébé comme vous avez besoin, de vivre en groupe avec d'autres adultes. Hem, donc essayez de rencontrer d'autres parents, voir peut-être les groupes de parents qui est à côté de chez vous. Il y a ce qu'on appelle des LAEP, donc des lieux d'accueil parents-enfants, heu des groupes de parole pour les parents, des associations qui proposent des ateliers collectifs pour les parents. Voilà, essayer de voir du monde, ça c'est important. Et d'utiliser pourquoi pas des services de repas à domicile, de faire des courses en ligne, d'acheter des surgelés, c'est pas l'idéal, mais de temps en temps pour éviter de sauter un repas, c'est déjà pas mal. Sortez vous balader dehors quotidiennement, prenez le soleil, prenez l'air, ça va faire du bien à tout le monde. Pour le moral, c'est essentiel. Ayez autant que possible une activité physique, marchez, marchez un petit peu. Je vous demande pas de faire une séance de CrossFit, au bout de 2 mois, évidemment, mais peut-être, je sais pas, vous avez pas envie de sortir, bah, on va mettre la musique au salon et puis on va poser bébé sur son tapis et puis on va danser, on va se défouler, à côté de lui, on va faire n'importe quoi. Lui, il va être mort de rire, et puis nous, ça nous permet de, heu, voilà, de souffler un peu, de faire un truc un peu cool,
autre que le bercer pour s'endormir, faire le ménage et être frustré de rien pouvoir faire d'autre parce que on n'a pas de relais. Et essayez aussi de faire un tri dans l'entourage et aussi sur vos réseaux sociaux. Entourez-vous vraiment de gens qui vous font du bien, qui sont bienveillants, qui respectent vos choix, qui vous écoutent, qui viennent vous visiter pas à l'improviste et toujours avec un bon petit plat. Ça, c'est vraiment important. Offrez-vous des moments rien que pour vous, que ce soit faire un tour de quartier, 5 minutes, prendre un bain pendant que papa emmène les grands au parc, peu importe, mais 5 minutes, 1 minute, ce que vous voulez, mais un petit peu de temps, puis au bout de quelques mois, je vous assure que ça sera quelques minutes de plus et puis après ça ira de mieux en mieux. Et puis pourquoi pas, si jamais vous avez pas envie ou pas la possibilité de faire garder votre enfant, et ben on fait venir, une masseuse à domicile, une coiffeuse à domicile, pourquoi pas? Pour avoir, un petit temps pour vous, ce que vous voulez en fait. Heu, mais ouais, d'avoir des petits moments pour vous, c'est aussi essentiel. Et puis prévoir des visites encadrées. Hem, voilà, avoir un réseau d'amis, de voisins, un réseau familial qui puisse venir vous visiter aussi régulièrement. Ça, c'est absolument, fondamental. Vous l'avez compris, au fil de ce webinaire, je pense, je l'espère, que le sommeil de votre enfant est certainement beaucoup moins problématique et beaucoup moins anormal que ce que vous pensez, et qu'il y a plein de comportements que votre enfant, exprime, comme le besoin de dormir sur vous, les siestes en contact, le fait d'avoir besoin d'être mis au sein, bercé, câliné ou en tout cas à proximité de vous, pour s'endormir, qu'il se réveille régulièrement la nuit pendant plusieurs années et qu'il ait besoin d'aide et d'accompagnement pour s'endormir. Ça, c'est normal. Qu'il ait besoin de manger la nuit. Il y a d'ailleurs 8 Français sur 10 qui se réveillent plusieurs fois par semaine pour aller boire de l'eau, ou faire pipi la nuit, et ça questionne personne. Donc évidemment que si à 12 mois, il a besoin d'un biberon la nuit, et qu'à 2 ans, il a besoin de téter 3 fois dans la nuit, c'est normal. J'espère que ça vous a rassuré, déculpabilisé un peu aussi. Et garder aussi en tête, et c'est peut-être le plus important d'ailleurs, que faire le choix d'une parentalité proximale, d'une parentalité naturelle, c'est évidemment des bénéfices incroyables. Ça permettra de répondre au mieux aux besoins de votre enfant et donc de lui permettre d'avoir un développement des plus harmonieux. Mais n'oubliez pas que pour être bienveillant et respectueux et accompagner votre enfant, il faut déjà que vous soyez bienveillant avec vous-même. Votre enfant, il n'a pas besoin d'un parent parfait, il n'a pas besoin d'un parent qui a toujours le sourire, qui prévoit toujours des activités, qui est toujours là, dans la seconde. Il a besoin d'un parent qui fait de son mieux avec les ressources dont il dispose. Donc voilà, ne vous mettez pas trop de pression non plus. Vous faites comme vous pouvez dans une société qui est clairement, pas aidante. Hem, donc voilà, faites de votre mieux et puis évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire, hésitez pas à faire appel à des professionnels, heu, des consultants en sommeil, évidemment bien formés, s'il vous plaît. Hésitez pas à aller sur l'annuaire, du réseau des consultants en sommeil de l'enfant. Il y a un annuaire à disposition où vous pourrez avoir des consultants en sommeil qui sont formés et qui sont bienveillants, qui vous diront pas, «Oui, il faut qu'il s'endorme tout seul, mettez en place un endormissement autonome à 2 mois, laissez-le pleurer et répondez surtout pas trop vite». Et puis bien sûr, moi je me tiens à votre disposition, je propose plein d'autres services évidemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'essaie d'être, relativement, active. J'ai un blog où il y a plein d'articles gratuits. Je propose sur mon site internet, des ressources gratuites avec, des podcasts pour plus d'informations. Vous avez aussi, j'y pense d'ailleurs, dans les ressources gratuites, vous avez des tableaux de rituels pour, les plus grands. Vous avez, une, une fiche dédiée aux règles de sécurité pour le couchage. Donc si vous avez un doute, que vous voulez dormir avec votre enfant, mais que vous voulez, et c'est d'ailleurs fondamental, dormir avec votre enfant en toute sécurité, il y a des règles à respecter comme pour tout, environnement de couchage, comme tout environnement de sommeil. Donc allez sur cette, fiche qui est sur mon site internet petiteframboise.fr, dans mes services, ressources gratuites. Vous la téléchargez et vous regardez si vous respectez bien toutes les règles de sécurité pour l'environnement, de sommeil de votre enfant, quel que soit le lieu, où il dorme. Et puis, voilà, n'hésitez pas à bien vous entourer et à faire le tri, pour arrêter de culpabiliser pour rien.